On n'atterrit pas au pied du Mont Blanc par hasard. Et non, et Emmanuel va nous expliquer un petit peu pourquoi. Salut Emmanuel. Salut, salut. Ça requiert un peu d'humilité, c'est-à-dire qu'il faut admettre que c'est le cerveau qui décide, c'est le cerveau inconscient et pas le conscient. Alors le cerveau inconscient, en fait, il fonctionne, ça m'a pris pas mal de temps pour le comprendre, sur la symbolique. Et donc, quand tu viens à Chamonix, tu te rapproches quand même du ciel via les montagnes. Tu es en altitude, tu peux monter à 4000, 4800 mètres, donc fondamentalement, tu te rapproches du ciel. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que raconte le fait de se rapprocher du ciel? Et il se trouve que dans toutes les cultures, mais absolument partout, hein, je veux dire, de chez les Incas, chez les chrétiens, partout, absolument, le ciel, c'est le lieu du Père. Et la terre, c'est la mer. Et donc, ça interroge sur des gens, par exemple, qui peuvent avoir manqué de père, avoir une problématique au père qui fait qu'on a besoin de s'en rapprocher. Les gens qui viennent là ont souvent des problématiques identiques, hein. Il n'y a pas seulement les alpinistes, mais tous les Oui, gens. parce qu'on parle quand même de gens un peu atypiques qui aiment prendre des risques. Oui, oui, mais ça concerne absolument tout le monde, hein. Je veux dire, des gens qui sont venus là, du libraire au Ok. médecin. Mais pas les gens qui sont nés là. Et ça concerne fondamentalement ceux qui font le choix, je veux dire, les gens qui naissent à Chartres et qui terminent à Chamonix, par exemple. Ouais. Et après, il y a un autre aspect symbolique, c'est que le ciel, c'est aussi le royaume des âmes, des morts. Mhm. Et donc, c'est pas non plus par hasard qu'il y a beaucoup de montagnes sacrées où les esprits sont censés être là. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui souffrent de deuil non fait, surtout dans nos sociétés où il n'y a plus de rituels, on perd un peu les manières de dire au revoir aux morts. Et donc le deuil non fait est vraiment une des problématiques de nos sociétés. Et donc des gens qui ont un mort d'une certaine manière qui pèse sur eux, et c'est pas tous les gens. Dans une fratrie, il peut y avoir par exemple ce qu'on appelle les enfants de remplacement. Quand il y a quelqu'un qui est mort dans la fratrie et qu'il y en a un qui arrive juste derrière, bah, celui-là, il porte automatiquement un deuil non fait. Et celui-là, on ne va pas savoir pourquoi. Enfin, lui, il ne va pas savoir pourquoi, parce que c'est encore une fois l'inconscient qui décide. Mais à un moment, ça va lui plaire de venir à Chamonix. Voilà. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a beaucoup de stewards, d'hôtesses, de pilotes à Chamonix aussi. Il n'y a pas que des guides. Et moi, comme par hasard, les deux métiers qui m'interpellaient, c'était pilote de chasse ou guide d'haute montagne. Moi, c'était les deux seuls métiers. Mais bon, alors voilà, c'était peut-être plus simple de faire guide que pilote de chasse à un moment. Mais voilà. Toi, tu fais de l'analyse transgénérationnelle. Ça va au-delà des parents, peut-être, ça va très loin dans le, dans les générations, quoi. Encore une fois, c'est de l'humilité qu'il faut. Et le problème, c'est que peu de gens remontent les arbres généalogiques. Donc après, moi, je peux parler de choses, c'est d'expérience. Et après avoir remonté des centaines d'arbres, donc tu arrives à faire des ponts, effectivement, entre les métiers, les prénoms, et tu arrives à bien comprendre les différents types d'aquariums. Donc effectivement, les gens ne s'associent pas par hasard, parce que ça se passe encore une fois sur un plan inconscient. Donc par exemple, moi, il m'est arrivé d'avoir des gens, des couples, qui étaient des enfants de remplacement chacun et qui remplaçaient un enfant qui était mort le même jour, par exemple. Donc pour moi, c'est des unions absolument qui n'ont strictement rien au hasard. C'est fascinant. Mais après, on a tous des problématiques différentes. Oui. Simplement, tout le monde n'a pas un deuil non fait, tout le monde n'a pas une problématique au père très marquée. Et quand j'ai parlé de problématique au père, c'est des fois... Ça va être des choses toutes simples, hein, très concrètes. Ça va être par exemple, quand un enfant, dans une fratrie, il y a eu pas mal d'enfants, puis il y en a un qui n'est pas désiré et que le père a demandé à sa femme d'avorter, par exemple, que finalement ils ne l'ont pas fait, et ben lui, c'est typiquement là la problématique au père. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est inscrit dès la conception et qui fait que cet enfant, il va être rejeté, il va être coupé du père. Et donc finalement, d'aller là-haut, ça va lui permettre de se rapprocher du père et peut-être même de prendre des risques un peu sur l'autel symbolique du père. Et il y a quelque chose des fois d'un peu tragique derrière ça, mais quand on comprend, c'est très libérateur. Et après, on peut faire de la montagne vraiment pour soi, et ça devient, à mon avis, beaucoup plus intéressant. De poser un peu les valises de ce qu'on porte inconsciemment, pour après le vivre consciemment. L'idée, c'est de comprendre, en fait, pourquoi, en fait, inconsciemment, on va, là-haut, où on va prendre des risques. Oui, oui. Bon, la prise de risque, ça, moi, je l'ai vraiment décodé. J'ai écrit un livre là-dessus, vraiment, qui est consacré aux racines inconscientes de la prise de risque. J'ai vraiment bossé dessus. Mais encore une fois, c'est des observations, des intuitions, et après, des vérifications dans les histoires des uns et des autres. Donc, c'est assez passionnant. Moi, quand les gens venaient pour moi et que j'avais compris ça en stage, par exemple, d'alpinisme, je leur posais des questions sur leur parcours. Et puis, alors, bon, s'ils n'étaient pas ouverts, bon, bah, moi, j'arrêtais tout de suite, hein. Ouais. Par contre, effectivement, il y en a,
ça a changé leur vie. Et puis après, c'était quand même hyper intéressant parce que souvent, c'était corroboré, c'était absolument parfait. En tout cas, sur la prise de risque, moi, je peux dire, moi, je sentais bien que je n'allais pas par hasard. Moi, j'ai fait quand même énormément de ski extrême. Ouais. La pentraide. Moi, je suis de Paris, je grimpais à Fontainebleau, donc je pourrais dire franchement, j'avais pas grand-chose qui me prédestinait à venir ici dans les Pentraides. Et on est 6 enfants dans ma fratrie. Il y en a 4 qui étaient parfaitement désirés et 2 qui n'étaient pas désirés consciemment, hein, bien sûr, parce qu'inconsciemment, on l'était tous, mais consciemment, ils ne l'étaient pas. Ils ont posé problème. Et ben, les 4 qui étaient désirés, ils étaient, je veux dire, voilà, ils jouaient au tennis tranquille, ils faisaient du ski de piste. Moi, mon frère, qui n'était pas désiré avant moi, ben, il a fait du parapente en faisant ses propres voiles, donc il a quand même pris pas mal de risques. Quand tu dis pas désiré, c'est que tu t'es renseigné auprès de tes Oui, parents bien et ils sûr. t'ont avoué Ah oui, que oui, tu bien étais sûr. pas. Ben, ils ont pensé avorter, enfin voilà, c'est parce que voilà. Et puis moi, je suis venu 8 ans après, donc j'ai posé un problème bien plus grand que lui. Et moi, au lieu de faire du parapente, j'ai fait carrément du ski extrême. Donc la graduation, déjà, par rapport au risque, elle était évidente dans Ouais. ma fratrie. Tu comprenais pas pourquoi, mais tu étais attiré par ça, c'était inconscient. Ah oui, c'était complètement inconscient, mais je le sentais bien. Simplement, le problème, c'est que après, il y a un petit, c'est un des côtés du piège aussi de ça, c'est que c'est plaisant quand même, hein, la Bah prise de oui. risque. Et puis au niveau sensation, Ouais. c'est quand même assez extraordinaire, hein. Donc, moi, il y a des descentes à ski, j'ai mis plusieurs jours à revenir sur terre. Donc en fait, voilà. Après, ça devient un peu une drogue, c'est valorisant. Donc il y a tout un truc qui se met en place et puis qui t'enferme là-dedans. Ouais. Et moi, moi, mon message fondamental, en tout cas, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de déprogrammer ce qu'il y a de compulsif là-dedans et d'inconscient. Et donc, pour ça, ça suppose d'élever son niveau de conscience, d'aller vraiment dans regarder quel est le moteur, qu'est-ce qu'on met dans ce moteur-là. Regardez un petit peu plus loin que le bout de son nez. Exactement. Et après, une fois qu'on a compris, s'interroger, donc voilà, et voir si on est toujours d'accord avec ça. Donc c'est finalement fusionner le conscient et l'inconscient, hein. C'est un effort important au départ. Et une fois qu'on a compris, bah, si ça nous convient, on continue. Ou peut-être qu'on le fera différemment. C'est-à-dire qu'on le fera peut-être que juste quand on en aura besoin, quand on le sentira, quand ce sera cool, mais plus comme quelque chose d'automatique, de programmé, et qui nous envoie un peu dans le mur, mais sans conscience, encore une fois. C'est Parce vraiment que hyper différent. si tu cherches à comprendre pourquoi, eh bien, tu abordes, cette prise de risque différemment, donc c'est hyper important. Ah oui, tu l'abordes complètement différemment. Moi, je considère, moi, j'ai 2 vies, hein. J'ai la vie avant d'avoir compris et la vie après avoir compris. Et la vie après avoir compris, il y a moins d'ego quand même parce que Ouais. je fais toujours des trucs, mais j'en parle pratiquement plus. Et puis surtout, il y a plus la nécessité. Donc, je fais que quand je le sens. On n'est plus dans une espèce de spirale un peu mortifère et en fait, dans laquelle j'ai très bien senti que j'allais y laisser ma peau, hein. Si j'avais pas fait ce chemin-là, Mais moi, mes amis sont tous partis et pratiquement, voilà, ça aurait pu ne pas se passer comme ça, mais ils sont plus là. Donc moi, j'ai bien cette conscience d'être un mais survivant, hein. comment justement tu as eu ce déclic où tu te disais: «OK, pourquoi je fais ça?» parce que quand tu le fais, tu réfléchis pas, tu te poses pas 1000 questions, tu te dis: «Je kiffe, j'aime sauter dans le vide, j'aime aller d'en haut des montagnes, même si j'aime prendre des risques» et tu vas pas plus loin. En fait, moi, ça s'est passé par des déclics un peu, parce que je sentais quand même qu'il y avait une force qui me poussait à ça et que quand même un jour ou l'autre, C'était pas sain. ça allait, j'allais y laisser ma peau. Donc il y avait quand même un petit instinct de survie qui me poussait à ça. Et après, c'est des rencontres. Puis il y avait aussi j'avais aussi quand même des problèmes de tension physique, de dos, etc. Et du coup, je me suis ouvert à pas mal de techniques, à pas mal de thérapies. Et il se trouve que dans ces techniques, moi, l'éthiomédecine a joué un rôle important. Et en éthio, qui est une technique un peu vibratoire pour échanger avec le thérapeute, l'information qu'il y avait un problème sur plusieurs générations du côté de mon père sortait à chaque fois, avec plusieurs thérapeutes. OK. Et donc, à un moment, il se trouve que j'ai un gars qui est venu, moi j'ai un refuge aux Ouches, et donc il y a un type qui est venu et qui est psychogénéalogiste, et faire un espèce de stage au gîte. Et donc là, les choses ont quand même, je me suis dit, tiens, c'était à peu près à ce moment-là. Mmh. Et ben quelques mois après, j'ai pris contact avec lui, et c'est grâce à lui, et puis au chemin que j'ai fait moi aussi parallèlement, que j'ai compris exactement l'origine de cette prise de risque. C'est hyper intéressant. Et alors après, il y a Il y a des il y a choses différentes derrière. histoires. Moi, je prétends pas tout comprendre non plus, mais il est clair que dans le transgénérationnel, on comprend beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Ça, c'est certain. Surtout les gens qui sont pas allés, je pense qu'effectivement, on se rend pas compte de toutes les clés qu'il y a là-dedans. Maintenant, il y a pas que dans la prise de risque, il y a pas que le non-désir d'un des parents, par Oui. exemple, à la conception. Il y a plein d'autres choses, et il y a notamment tout ce qui se rapporte au syndrome d'anniversaire, qui est un aspect vraiment assez passionnant et en même temps assez flippant, mais qui raconte des histoires extrêmement concrètes. Et
que, à mon sens, que c'est pas simple, mais qu'on peut arriver à déprogrammer quand on va vraiment mettre les mains un peu dans le merdier des histoires familiales, dans ce qu'elles ont de difficile des fois, hein. Et puis, il y a d'autres choses encore, il y a d'autres choses que ça, Ouais. hein. Et pour toi, c'est tout gagné, que les gens prennent conscience, en fait, ont cette prise de conscience pour changer leur façon d'aborder les choses. Beh, tu sauves les gens, toi, tu es médecin un peu, en fait, Emmanuel. Ouais, ouais, mais moi, je serais prudent parce que je pense que tout le monde n'a pas intérêt à y aller, tout le monde n'a pas l'ouverture. Moi, j'ai aucun jugement sur aucun parcours. Ouais. Chacun fait ce qu'il peut. Des fois, il y a des histoires très lourdes. Moi, je suis tombé sur des histoires que j'aurais même pas imaginé possibles. Et donc, des fois, si tu viens après des histoires, quand il y a eu, moi, évidemment, j'ai remonté les arbres de gens qui ont subi la Shoah ou des choses. C'est inimaginable, les conséquences, en fait, de ça. Et il faut bien comprendre que voilà, chaque cas est différent. Et il y a des gens qui vont pouvoir, je ne sais pas pourquoi, résoudre des choses. C'est pas parce c'est pas qu'ils sont meilleurs ou voilà, ou pas que d'autres. C'est juste que à un moment, ils ont peut-être aussi dans leur programmation caché quelque chose qui leur donne cette possibilité. Donc c'est plutôt de la reconnaissance, de la gratitude qu'il faut avoir. Et puis chacun fait ce qu'il peut, quoi. Chacun fait ce qu'il peut. Moi, je tends des perches et après les gens les prennent pas. C'est très bien. C'est pour ça que j'ai fait des livres que j'ai jamais offert à qui que ce soit parce que c'est pas neutre de les prendre. Mais une fois que tu as pris, des fois, ça peut changer ta vie, quoi. Non, mais c'est vrai que toi, tu es passionné et du coup, tu t'es vraiment, instruit là-dedans et tu en as tiré aussi, des choses, autour de toi, ton entourage, ça s'avérait à chaque fois vrai. Oui, oui, je pense que j'ai compris. En tout cas, sur la prise de risque, j'ai absolument compris tout ce qui me concernait, et puis pour beaucoup de monde. Mais encore une fois, chaque cas est différent, chacun fait ce qu'il peut. Mais l'enjeu, c'est vraiment, quel que soit ce que tu fais, parapente, base jump, des prises de risque, effectivement, surtout quand tu es dans la prise de risque, c'est vrai qu'à mon sens, c'est vraiment crucial d'aller se poser la question du moteur et de voir dans son cerveau inconscient ce qui s'y passe. Et après, une fois qu'on a compris, on a élevé son niveau de conscience, on peut encore une fois choisir à ce moment-là. Et Comment on aborde le truc, si on y va, si on y va vraiment pour soi. voilà, exactement. Et puis après, ça peut être quelque chose de beaucoup plus apaisé et beaucoup plus intéressant parce que c'est ton choix. Donc, c'est une vie en conscience, en fait, hein, donc c'est pas rien. Moi, j'ai rencontré un type une fois, un guide, qui m'avait dit qu'il avait lu Pourquoi je redis en montagne et que ça avait vraiment changé sa vie. C'est-à-dire qu'il avait quitté le ski en montagne, il avait débranché un certain nombre de prises de risques inutiles pour lui. Et maintenant, il me disait la montagne, c'est que du plaisir. Alors il avait bien conscience qu'il était parti dans quelque chose d'assez autodestructeur et programmé. Donc c'est ça l'enjeu, hein, c'est très concret, Ouais. c'est hyper concret. Et voilà, après il faut encore, aller un petit peu, regarder et chercher et être curieux quoi et s'intéresser à pourquoi en fait. Alors le truc, c'est que c'est plutôt féminin, hein, comme démarche, hein. Ah bon? Bah oui. Oui, 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 c'est la démarche introspective, elle est plutôt féminine. Donc, moi, c'est vrai que je donne des cours de transgénérationnel ici. J'ai très peu d'hommes, hein, par exemple, hein, très peu d'hommes. Et donc, par exemple, ici, j'ai effectivement reçu beaucoup plus de femmes de guides que de guides. Pourquoi les hommes s'intéressent pas? Toi, tu t'y es intéressé? Mais moi, je pense que j'ai un petit côté certainement féminin, comme tous d'ailleurs, les Michel, les Claude, les Emmanuel. On va rentrer dans les Et prénoms, voilà, oui, oui, dans les prénoms, bien les sûr. prénoms doubles. Bah oui, oui, bien sûr, il y a une part de féminin chez les thérapeutes. Les gens qui vont dans ces chemins-là, ils sont forcément un peu. Il y a une part féminin. Et du coup, forcément, tu as changé ta façon, de pratiquer. Est-ce que tu fais toujours, de la pente raide, Oui, 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 Ah ouais? toujours, oui, oui, j'en fais toujours, moins qu'avant. Et je m'observe, c'est-à-dire que j'observe si je suis toujours à ma place à chaque fois ou pas. Les expériences sont pas toujours correspondent pas toujours. C'est-à-dire que parfois, je vais faire un truc en ski extrême et ça va très bien se passer. Puis la fois d'après, un peu moins bien. Donc je me dis tiens, je vais arrêter, mais j'essaie encore un coup. Mais je le fais sans en parler. Et puis quand je le sens, il y a un certain nombre de choses que je voulais faire et je sais que je le ferai pas et ça me va très bien. J'ai pas de Tu es OK avec ça? tout à fait OK Ouais. avec ça. Alors qu'autrefois, non, Ça j'étais dans une bouger. espèce pas de cercle vicieux, mais de spirale, j'en sais rien, qui fait Ouais. qu'à un moment, j'allais aller dans le mur. Ouais, qui t'envoie au casse-pipe. Ça, c'est certain, ouais. C'est hyper intéressant, Emmanuel. Franchement, c'est hyper intéressant. On pourrait en discuter, des heures, mais non, c'est top. J'espère que déjà, ça va ouvrir un peu, les consciences. Je sais pas, on sait pas, mais en tout cas, moi, voilà. Moi, je t'ai rencontré et c'est vrai que, ça amène à réfléchir, à aborder différemment les choses et forcément, quand tu abordes différemment les choses,
tu te préserves quoi, tu sauves ta vie en fait, hein, Ouais, 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 ouais. un peu. Oui, oui, il y a quelque chose de l'apaisement et puis c'est d'une certaine manière, plus intense aussi, hein, parce que encore une fois, tu es en accord, avec ce que tu es profondément derrière, le conscient et l'inconscient ont fusionné en fait d'une certaine manière. Parce que ça veut pas dire que si tu prends conscience de pourquoi tu le fais, tu Non, non, pas mais forcément, pas forcément, mais tu le fais selon vraiment, tes ressentis et tu débranches la nécessité, en fait. En fait, moi, ce que j'ai débranché, c'est la nécessité de la prise de risque. C'est pas la prise de risque en elle-même, mais la nécessité. Mais c'est pas rien, parce que la nécessité, c'est pas passionnant. mais du coup, tu prends quand même des risques Bah, en fait, et les risques, c'est intéressant aussi, la prise de risque, je me suis rendu compte de ça. La prise de risque en tant que telle, ça te nettoie aussi quand même de pas mal de petits problèmes matériels, de la vie, de choses secondaires. Donc ça te recentre aussi sur l'essentiel, en fait, hein. ouais. Et ça, c'est un espèce de nettoyage. Et effectivement, bah, moi, après des années de ski extrême ou de pratiques de risques intenses, tu as quand même un savoir-faire qui te permet de prendre certains risques, avec, bon, bah voilà, tu peux c'est ta peau, Bah certainement, oui. mais tu as quand même un savoir-faire dont tu peux profiter pour faire des choses quand vraiment tu les sens. Tu vois, quand vraiment tu le sens, et puis voilà, c'est très bien. En fait, on va dire, Emmanuel, que ça permet d'augmenter, son espérance de vie du coup, d'être conscient. Pour moi, c'est pas le truc crucial. Le truc crucial, c'est de vivre en conscience les choses. Et donc, moi, je pense qu'une vie en conscience, c'est pas que ça n'a pas de prix, mais c'est beaucoup plus intéressant J'adore. qu'une vie passée à appliquer une programmation au Ouais, premier degré, subir. et voilà, et à subir finalement une programmation Mmh. qui vient des fois de ressentis, encore une fois, qui sont engrammés en toi quand tu étais dans le ventre de ta mère ou des mémoires familiales dont tu as hérité. Donc, des choses qui ont été vécues des fois par certains ancêtres et qui te poussent à avoir un carton à un certain âge. Ouais. Donc les syndromes d'anniversaire, c'est vraiment des choses hyper concrètes. Donc quand les gens se créent un accident pour ne pas dépasser un âge précis, je peux pas considérer que c'est pas mieux quand même de comprendre ce que c'était, de poser ce truc-là et du coup d'éviter le syndrome d'anniversaire. Pour moi, je ne peux pas imaginer que ce soit pas un progrès. Maintenant, il faut être humble aussi parce que c'est pas simple. Et encore une fois, pour aller dans les histoires, il faut quand même bien s'accrocher des fois, hein. Ouais, c'est clair. Faut quand même vraiment aller dans la merde, hein. Il y a un livre justement qui parle des risques, non? De la prise de conscience des risques, non? Peut-être? Oui, alors moi, j'ai écrit les racines inconscientes de Ouais, la c'est prise de chouette. risque et puis Nos accidents ont-ils un sens? Ça en parle. Mmh. Après, moi, je considère sur la prise de risque, il y a beaucoup de livres qui sortent. Moi, je regarde pas systématiquement, mais assez souvent, j'en ai pris quelques-uns, mais je suis souvent consterné par ce qui est indiqué. C'est que pour moi, les gens vont pas, vraiment, L'essentiel. et je dis pas que tout est dans les mémoires familiales, mais je suis convaincu, mais alors à 100 que tous les gens, les philosophes et autres, hein, qui vont te parler de la prise de risque et qui ne vont pas dans les arbres généalogiques regarder comment ça s'organise et comment ça s'agence, vraiment les répétitions, et les mémoires familiales, comment elles se matérialisent concrètement, comment les infos se transmettent de génération en génération, eh ben, tu parles, tu parles un peu dans le vide, en fait, Ouais. de cette manière. Tu occultes une des dimensions fondamentales du truc. Donc, pour moi, c'est pas sérieux, quoi. Voilà, mais je serais assez radical là-dessus, mais j'en suis convaincu. Et tu penses pas que le fait d'aborder la mort, parce que quand, on saute ou quand on va, faire de l'alpinisme, forcément, on pense à la mort. On dit pas qu'on va mourir, mais on est conscient de ça, c'est le jeu. On fait un deal avec ça aussi, on fait un deal avec la mort. Oui, mais alors par exemple, si je reviens sur l'exemple des deuils non faits, parce que ça concerne beaucoup de monde, moi je parle d'ailleurs, je donne un certain nombre de prénoms qui concernent les deuils non faits, hein, Gilles, Yves, Sylvain, j'en oublie. Donc ces gens-là, notamment par exemple ceux qui sont des enfants de remplacement, et ça j'ai tout à fait observé, c'est que quand tu dois la vie à un enfant qui est mort avant toi et qui est monté d'une certaine manière d'ailleurs au ciel là-haut et que tu vas symboliquement retrouver. C'est comme si le clan familial te demandait, te mandatait d'aller le saluer régulièrement. Donc tu vas là-haut, tu peux te sentir très bien parce que tu es près de lui. Ou tu pourrais y aller en parapente d'ailleurs aussi. Tu pourrais rester en parapente dans le ciel, tu pourrais être très bien. Eh bien, d'une certaine manière, il y a aussi un appel un peu mortifère parce qu'encore une fois, tant que tu n'as pas eu de conscience, tant que tu n'as pas mis de conscience là-dessus, tu peux être à un moment tenté d'y laisser ta peau pour le rejoindre parce que lui, il est toujours regardé, pas toi, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé chez tes parents. Le deuil, c'est pas fait et donc il n'y a plus tellement d'amour, il n'y a plus grand-chose qui circule. C'est comme si la vie s'était arrêtée au moment où cet enfant est mort et toi, tu vas le remplacer. Donc peut-être que si toi, tu meurs, à ce moment-là, tu seras regardé, à ce moment-là, tu prendras. Et il y a quelque chose, il y a très régulièrement, on observe qu'il y a des pulsions souvent suicidaires chez les enfants de remplacement. C'est comme ça.
Donc effectivement, s'ils rencontrent à un moment l'alpinisme ou des pratiques à risque, ça peut tout à fait leur correspondre. Et le risque étant, encore une fois, d'y laisser sa peau à son tour pour créer un autre deuil non fait. Et donc c'est à ce moment-là, c'est vrai que le deuil non fait peut potentiellement entraîner les deuils non faits. Et on le voit aussi, même très régulièrement ici. Moi, je suis témoin de plein de cas où il y a des gens, par exemple, il y a eu des cas, mais des histoires absolument incroyables, où par exemple, il y a quelqu'un qui va mourir dans la famille et on va, un an après, faire une cérémonie pour lui rendre hommage. Ouais. Et ce jour-là, il y a quelqu'un, un de ses enfants, qui va partir faire une escalade tout seul et qui va mourir, par exemple. Et bon, bah, typiquement, alors ça, c'est des cas extrêmes, mais moi, j'en ai plein des histoires comme ça, où 10 ans après, pile à 10 ans, à l'anniversaire des 10 ans, et le nombre de gens... Et ça, c'est l'inconscient? Et ça, c'est l'inconscient, bien sûr, c'est des trucs qui sont engrammés. C'est-à-dire que quand il y a un deuil, encore une fois, qui n'a pas été fait, celui qui porte la mémoire, ou celui qui est mandaté par le clan familial pour maintenir cette... on pourrait dire qu'il y a un mort qui pèse sur lui, donc il le sait très bien, et ben c'est des gens qui vont être fragilisés malgré eux à la période de la date anniversaire. Et il y a une espèce d'appel, et un deuil non fait peut entraîner un autre deuil non fait. Donc déjà, sur les mémoires familiales, le deuil non fait, c'est vraiment une des choses je ne vais pas dire qu'elle est plus simple à régler, mais c'est dommage qu'on ne prenne pas plus conscience du potentiel de guérison et de transformation qu'on pourrait faire si on allait s'y intéresser et régler nos deuils non faits. Est-ce que donc tu suggères un peu à tous ceux qui prennent un peu des risques ici, au pied du Mont Blanc, de se pencher sur, une analyse transgénérationnelle? Non, pas forcément, ce serait un peu exagéré de dire ça, mais je dirais juste qu'ils ont intérêt, en tout cas, ils ont intérêt à se poser la question, peut-être pas forcément par l'analyse transgénérationnelle, mais se poser la question, et pourquoi pas effectivement aller dans cette direction-là, mais il y a peut-être d'autres pistes, mais en tout cas s'interroger vraiment sérieusement sur le moteur, et après, de décider encore une fois si ça leur convient ou pas, une fois qu'ils ont compris. Et c'est une énorme différence. Tous ceux qui prennent, des risques, forcément, tu sais, tu es confronté, enfin, tu peux mourir. Mmh. Est-ce que, le fait d'avoir un rapport avec la mort, ça t'ouvre pas la conscience déjà? Ça te Non, pas vraiment. Si tu prends le cas des gens qui ont des problématiques au père dont je parlais et qui peuvent être attirés par l'alpinisme, la montagne ou de se rapprocher du ciel, pour cette raison-là, eh ben, c'est des gens qui peuvent souffrir aussi d'une problématique d'estime d'eux-mêmes, tu vois, c'est-à-dire profonde, très profonde. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été regardés par le père. Dans des sociétés patriarcales, c'est lui qui transmettait l'estime. Donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'estime. Mais par contre, ils ont réussi à devenir guides ou devenir, ou dans leur domaine de prise de risque peut-être reconnu. Et donc, à partir de là, le fait d'être dans la prise de risque et de devenir un peu célèbre, qu'on parle d'eux, que ce soit appréciable, et ben, à ce moment-là, ça leur donne cette valeur qui leur manque. Donc le piège, il se referme parfaitement à ce moment-là. Il devient, sachant que le piège, il inclut comme prix à payer la mort. Donc c'est quand même pas rien. Ouais, c'est Tu vois. clair. Et donc moi, je trouve pas ça très intéressant. Mais c'est mon point de vue. Avec le recul maintenant, je trouve ça, encore une fois, beaucoup plus intéressant de comprendre ce que tu viens jouer là et de décider si ça te convient ou pas, et après de le faire vraiment que quand tu le sens. C'est plus la même vie. C'est deux vies, c'est deux choses. Voilà. Moi, j'ai un des gars qui m'a énormément appris dans mes formations en transgénérationnel. Il m'avait dit, moi, je suis devenu homme à 47 ans, le jour où j'ai été voir mes parents, et je leur ai dit tout ce que j'avais à leur dire, mais en ayant déjà débranché toutes les colères, les culpabilités, etc., en ayant déjà fait un gros travail de nettoyage. Moi, ça m'a toujours frappé. Moi, je peux dire pareil, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ça, donc je l'ai fait. Et le jour où j'ai compris exactement pourquoi je prenais des risques, et notamment en rapport avec ce qui s'était passé pendant ma conception, mais pas seulement, et donc que j'ai vu mes parents, je leur ai dit exactement tout ce que j'allais leur dire, et j'avais aussi débranché tout ça. Eh ben après, tu n'es plus la même personne. Ouais, c'est ça. Donc tu Mais n'es c'est plus ça du tout qui la est même personne. Et génial. tu deviens d'une certaine manière quelqu'un d'autonome, et tu as débranché, tu as rendu la dette en fait. En fait, l'important dans le transgénérationnel, ça te permet d'identifier ta dette. Et après, une fois que tu as compris quelle était ta dette vis-à-vis du clan, eh bien, tu la rends avec amour d'ailleurs, hein, mais tu la rends, et après, tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc c'est beaucoup plus intéressant. C'est là où commence ta vraie vie, en fait. D'une certaine manière, oui. Tu la vis pleinement. Tu la vis, et ça t'empêche pas du tout de prendre des risques, mais c'est beaucoup plus passionnant. Merci beaucoup, Emmanuel. Pas de rien. Ciao. Ciao.